I am Bella Baxter. I seek outings and adventures. Bella's so much to discover. You're the most beautiful woman I've ever seen. I am finding being alive fascinating. Bella. Why keep it in my mouth if it is revolting? We must experience everything, not just the good, but degradation. Shall we sing? Horror. Sadness. Bella! Then we can know the world. And when we know the world is ours. Camille, merci déjà d'être avec nous. Je vais vous demander de présenter l'auteur et de remettre en perspective ce qu'est Pauvre créature parmi sa création. L'auteur donc de Poor Things, Pauvre créature, qui est un auteur écossais dont on ne parle pas assez en France. Donc Alasdair Gray est né en 1934 et malheureusement il est décédé en 2019. Je dis malheureusement parce que c'était un artiste hors du commun, absolument extraordinaire, un homme délicieux aussi et qui est très très regretté par tous les gens qui l'ont connu, dont j'ai eu la chance de faire partie. Donc Alasdair Gray est né dans une banlieue ouvrière de Glasgow et est parvenu à conduire des études à la Glasgow School of Arts, puisque c'est un artiste aussi, un artiste peintre fameux, qui a réalisé un grand nombre de peintures murales dans les églises et sur les murs de Glasgow, et notamment dans les quartiers ouest, où on peut toujours les voir. Glasgow est une ville qui est très grayenne. Il y a du grey un peu partout. Gray, dans ses années de vache maigre, peignait dans les restaurants contre de la nourriture, avant que ne paraisse son roman peut-être le plus connu aujourd'hui, qui est le roman Lanark, qui a été traduit aussi sous le même titre, qui est un chef-d'œuvre postmoderne absolu, qui est paru en 1981, après 30 années d'écriture et de tentatives pour le faire publier. En 1981, quand Lanark est sorti, donc c'est un roman hors du commun, aussi hors du commun qu'est le film que vous venez de voir, bien différent de Poor Things aussi. Mais lorsque Lanark est sorti, Alasdair Gray a enfin pu vivre de son art et vivre de sa peinture, de son écriture aussi. Donc, romancier de talent, il a écrit un très grand nombre de romans, dont Poor Things, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Dramaturge, poète et écrivain pamphlétaire aussi, puisque c'était un auteur qui était très engagé dans la lutte pour l'autonomie, voire l'indépendance de l'Écosse. Un socialiste, ça ne vous aura pas étonné, puisque Bella est quelque part un peu grey. Alors, Pauvre créature, c'est un ouvrage un petit peu à part dans le panorama, dans son panorama artistique, par sa forme qui est assez exceptionnelle, par son influence, puisqu'on peut être amené à penser que c'est plutôt inspiré de romans du 19e siècle britannique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les spécificités déjà de ce roman, où il y a vraiment aussi une dimension visuelle qui est assez inédite et qui fait vraiment partie de la composition du livre? Le roman Poor Things est particulier de bien des façons. D'abord, c'est un roman néo-victorien. C'est-à-dire qu'il reprend les codes littéraires de l'ère victorienne et donc déroule son intrigue très victorienne aussi dans un contexte victorien. Donc ça, c'est la première chose à voir. Et c'est un roman néo-victorien donc, qui repose beaucoup sur les figures fantastiques du néo-victorianisme, notamment la figure du savant fou. Donc, on pense évidemment à Shelley, à Mary Shelley, à Frankenstein. Donc, vous aurez compris que Poor Things est une réécriture donc au féminin et qui est un des grands intertextes, donc une des grandes références textuelles derrière Poor Things. Mais ce n'est pas la seule. Donc, la première particularité du roman, c'est que c'est un roman monstre. C'est un roman chimère aussi, fait de plein de petits agrégats d'emprunts. Gray parlerait de plagiat,
hein. Il s'accusait lui-même d'être un plagiaire, autant qu'il s'accusait lui-même, et c'est intéressant ici, d'être un baron Frankenstein littéraire. Donc il allait piocher dans toutes les influences pour fabriquer quelque chose de nouveau, pour l'améliorer. Vous avez entendu aussi dans le film cette redondance du terme improve, améliorer, améliorer. Donc, il a pris pour Poor Things un grand nombre d'éléments qui sont tirés de la littérature écossaise aussi. Donc, Robert Louis Stevenson, une nouvelle en particulier qui s'appelle The Body Snatchers, donc les voleurs de cadavres. Aussi, dans le film, c'est assez flagrant. Et une nouvelle qui présente l'intérêt de raconter la dissection sauvage et illégale d'un homme qui s'appelle Grey. Ce qui me permet aussi de faire la transition vers une autre forme de plagiat dont il s'est rendu coupable dans le roman et dont on voit des traces à l'écran aussi. Ce sont toutes les planches anatomiques qui ont accompagné l'ouvrage de Henry Gray sur donc l'anatomie du corps humain. Donc le roman est aussi traversé d'emprunts visuels à chaque chapitre et interchapitre de gravures anatomiques, de planches anatomiques qui sont directement empruntées à Henry Gray's Anatomy. Donc. Et puis il y a d'autres ouvrages aussi qui ont été plagiés donc, pour réaliser cette espèce de greffe littéraire. Bon, on pense encore à Bella, notamment... The Vindication of the Rights of Women, c'est-à-dire tous les textes féministes aussi de l'ère victorienne, et dont Bella se fait la voix aussi. Dans le roman, il y a un portrait de Bella qui est assez frappant, qui est intitulé Bella Caledonia, et qui est une reprise de La Joconde. Et ça va encore plus loin que ça, puisque à l'arrière-plan de Bella, il y a un paysage, qui est le paysage que Gray a utilisé dans Lanark, sur un des frontispices du roman, et qui est un frontispice qui est emprunté au Léviathan de Thomas Hobbes. Donc voilà, pour vous montrer que partout, il y a des emprunts, et qu'on peut suivre à la trace, comme ça, toute la culture dont s'est doté Alasdair Gray, et qu'il veut donc améliorer, c'est-à-dire réagglomérer, ravauder pour l'offrir à son lecteur. Et puis, ça c'est assez drôle aussi, Bella Baxter, elle a des initiales, BB, qui font référence évidente à Brigitte Bardot et à Dieu créa la femme, bien sûr, God created woman, dont la scène de danse du film, je crois, est une référence assez flagrante aussi. Alors justement, on va peut-être en parler tout de suite, mais sur la structure du roman, c'est quand même assez différent de l'approche du film. Donc est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Tout à fait. Alors c'est une structure, une construction qui est aussi très néo-victorienne, donc qui reprend tous les codes du roman victorien. C'est-à-dire que nous avons un éditeur. Alors un éditeur qui intervient dans l'introduction, c'est un roman à tiroir. Un éditeur qui intervient dans l'introduction, qui se dit s'appeler Alasdair Gray, et qui nous raconte que son ami historien a trouvé un manuscrit dans une poubelle. Alors ça, c'est très victorien. On va retrouver ça très très souvent, les manuscrits trouvés dans la littérature victorienne. Et que ce manuscrit, ce sont les mémoires d'un jeune médecin de Glasgow qui se nomme, alors dans le roman pas Max, mais Archibald MacCandless. Et donc mémoire qu'on nous livre comme étant le cœur du roman, à part du reste, et qui est constitué lui-même de lettres qui sont parvenues à Godwin et à Archibald, / Max ici, au fil de ses voyages. Donc des lettres de Wedderburn. Donc la lettre de Wedderburn, comme vous vous en doutez, est assez salée. Celle de Bella, qui raconte aussi tous ses voyages, toutes ses découvertes et son initiation, parce que c'est un roman initiatique aussi. Et on en arrive donc à la clôture de ces mémoires, à ce que l'on pense être la fin du roman, et ça n'est pas le cas, puisque ça c'est vraiment une grande différence avec le film aussi, c'est le bonus, l'énorme bonus du roman, c'est que Bella reprend la parole ensuite.
et que les mémoires de son mari donc, sont suivies d'une postface, d'une lettre à la postérité, rédigée par Bella elle-même, qui se fait désormais appeler Victoria McCandless, et qui raconte sa vie, qui corrige les petites erreurs d'interprétation de son mari, les fantasmes peut-être, et qui donc raconte ce qu'elle a fait après. Et dans le roman, elle a fait un certain nombre de choses après. Elle est devenue suffragette, elle est devenue médecin, elle a été une des premières à réaliser des avortements, même lorsque c'était illégal. Elle a combattu pour les droits de la femme, en mettant parfois sa vie, sa carrière en danger. Et puis, elle s'est engagée dans le mouvement socialiste écossais, de manière très nette et très franche, au point de s'engager aussi dans le mouvement nationaliste écossais, donc nationalisme de gauche, en faveur de l'indépendance écossaise. Alors c'est une des dimensions les plus importantes peut-être du roman et qui n'apparaît pas vraiment dans le film, c'est vraiment dans tout le texte, on a ces références constantes à l'Écosse, à Glasgow, au passé ouvrier, au passé avec les épidémies de choléra, tout ce qui a pu façonner en tout cas ce territoire et cette nation écossaise qu'on n'a plus du tout ici. Enfin, ça se passe principalement à Londres. Enfin, on ne sait pas trop où on est, mais si à la fin on a quand même le panneau Londres, mais on n'a rien qui nous renvoie directement à l'Écosse. Non, hormis l'accent écossais de Willem Dafoe, qui est d'ailleurs assez réussi et qui sonne comme Alasdair Gray. Non, effectivement, alors ça a fait un petit peu de bruit en Écosse. Poor Things, c'est le deuxième roman glaswégien. C'est vraiment le roman de la ville, les Glaswegiens l'ont tous lu. C'est un roman qui se passe dans la ville, on reconnaît, il y a des adresses, etc. Enfin, c'est vraiment un roman fondateur pour l'imagination de Glasgow. Et je dois préciser que imaginer Glasgow, donner à Glasgow une image mentale, était vraiment un objectif de carrière pour Gray. Il avait vraiment fait sa mission. Imaginer l'Écosse, parce que c'est uniquement en s'imaginant que l'Écosse peut se prendre en main, s'émanciper et devenir donc autonome. Oui, et c'est quand même pas la moindre des coupes qui a été faite en tout cas sur le livre. Est-ce qu'on va revenir du coup à la question de l'adaptation. À quel niveau est-ce qu'on se situe en termes de licence poétique? Comment est-ce que ce projet a été lancé? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et des différences vraiment majeures ou ce qui est vraiment très significatif et immédiat entre le film et le texte original? Oui, alors en termes de licence poétique, Lanthimos a rencontré Alasdair Gray avant qu'il ne décède et lui a exposé son projet. Et Gray lui a donné vraiment carte blanche. Et étant donné que Gray a lui-même passé toute sa vie, toute sa carrière à reprendre des éléments et à les transformer, forcément que ce film ne lui aurait pas déplu. Parce que Lanthimos a fait du Gray, en fait. Il a repris et puis il a fait à sa sauce. Donc pourquoi pas. Et dans le roman, Bella est érotomane, c'est certain, mais elle met beaucoup plus de temps à se libérer que Bella, et elle le fait en ne multipliant pas nécessairement les conquêtes comme ici. Donc effectivement, elle passe un temps dans un bordel de Paris, mais bon, peut-être beaucoup moins détaillé que ça. Donc il y a beaucoup moins de sexe dans le roman. Oui, sur l'aspect érotomane dont vous parlez, c'est marrant, je n'ai pas du tout eu cette lecture-là. Je trouve qu'au contraire, c'est une femme qui découvre le plaisir sexuel, son érotisme, qui est souvent chez la femme caché, camouflé, maudit. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut pas admettre. Et puis justement, l'avènement du clitoris dans les livres scolaires, c'est une révolution. C'est une révolution sexuelle et imaginaire aussi pour les femmes. Et donc, je trouve que ça fait du bien de voir une femme qui l'assume complètement, le découvre et s'en amuse. Maintenant, c'est vrai que toute la partie sur son passage à la prostitution à Paris... alors, il y a le côté découverte, mais il y a un côté très glauque dans la prostitution. Et là, évidemment, on a des images de synthèse, tout est beau, tout est complètement léché dans un décor très travaillé, qui ne reflète absolument pas le réalisme de la situation des prostituées de cette époque-là, comme de notre époque, dans un autre contexte européen.
Voilà, c'est un petit peu le regard un peu male gaze là qu'on pourrait faire sur le manque de subjectivité, comme vous le disiez aussi, de Bella, sur son propre sort, sur sa propre vision. Et là, on a vraiment un regard masculin qui est celui du réalisateur. Je vous rejoins complètement. Elle s'éduque elle-même à la sexualité aussi. Sa sexualité est vue justement aussi dans le roman par des hommes. C'est-à-dire qu'elle est jugée. Bon, il y a cette menace de clitérectomie là, qui court aussi dans le roman de manière très nette. Et effectivement, elle décide de ce qu'elle fait de son propre corps.